Bienvenue une fois de plus à votre émission Réflexivité. Les travail anoblit l'homme. Est-ce que le peuple congolais est si travailleur? C'est cette question que nous allons partager avec le professeur Guy Robert Sidou. Bonjour monsieur le professeur. Oui, bonjour monsieur Kambala. Le peuple congolais est-il si travailleur? C'est la question qu'on se pose dans cette émission. Quelle est votre analyse déjà par rapport à cette question? Le peuple congolais est-il si travailleur? Je pense que c'est un sujet de fond. J'ai l'habitude parfois de citer un certain Jean Bodin qui dit qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. C'est-à-dire que Karl Marx, déjà dans sa manière de penser, considérait que ce qui était fondamental, c'était le facteur travail. Parce que même dans le progrès technique, c'est ce qu'il appelle le travail mort. Autrement dit, dans le progrès technique, vous avez ce qu'il appelle le travail cristallisé. C'est-à-dire que le progrès technique n'est que le fruit de l'intelligence humaine, de la pensée humaine. Donc tout ce qui nous environne est le fruit de ce facteur qui est très très important, qu'on appelle aussi le capital humain. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, au Congo, on a un peu tendance à présenter le Congolais, pour ne pas dire l'Africain, lorsqu'on veut extrapoler, pour ne pas dire lorsqu'on peut même se pencher sur certains élans qui peuvent être xénophobes, qui peuvent être racistes, on va considérer que l'Africain en général ne travaille pas, c'est un fainéant. Mais moi je pense que ça, ce sont des clichés qui remontent à une nuit des temps qu'on pourrait appeler la période coloniale. C'est-à-dire qu'à partir de là, le colon, dans sa position de dominante, pour ne pas dire dans sa position de domination, a pu considérer, traiter en même temps l'Africain et particulièrement le Congo, puisque là nous parlons du Congolais, comme étant quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est fainéant et donc qui n'aime pas le travail. Et voilà pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir dans notre réflexion qui pourrait se pencher sur une forme d'anthropologie économique, de voir si effectivement le Congolais est vraiment celui qu'on présente comme tel dans les facéties de certaines pensées qui peuvent être assez frustrantes, ou bien le Congolais, c'est quelqu'un, malheureusement, qui se retrouve dans des contextes assez abominables, au point de ne pas donner le meilleur de lui-même. Parce que, sans pour autant mettre la charrue avant les bœufs, le même Congolais, le même Africain, lorsque vous le mettez dans un autre contexte, ce n'est plus le même, c'est un bosseur, il fait ce qu'on attend de lui, et en même temps, il a une productivité qui est très élevée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la différence qu'il y a entre l'emploi et le travail? Le travail, comme en sciences économiques, on pourrait dire le travail, c'est ce qui permet à l'individu de transformer la nature. Et en même temps, ce travail-là lui permet de répondre à ses besoins les plus fondamentaux, ses besoins les plus primaires, se nourrir, se vêtir et ainsi de suite. Dans le travail, vous pouvez avoir le travail bénévole. Vous pouvez avoir le travail domestique. C'est-à-dire, lorsque je donne ces deux exemples, le travail bénévole, le travail domestique ne sont pas du tout rémunérés. Lorsque vous faites le ménage chez vous, vous êtes dans un travail dit domestique. Or, il s'avère qu'avec l'ère industrielle, on va connaître aussi l'avènement de ce qu'on appelle le salariat. Et donc, avec le salariat, pour essayer justement de faire le distinguo entre le travail et l'emploi, on va considérer qu'au niveau du salariat, on va connaître l'emploi qui est en réalité un travail rémunéré qui essaye de relier un employeur, un employé, ayant signé un contrat,
librement consenti par les deux parties. Et assorti des obligations des et parts et d'autres. assorti des obligations, des devoirs et autres. Et donc, on se rend bien compte que lorsqu'on parle du travail, l'homme a toujours travaillé. Et donc, le Congolais a toujours travaillé. Mais sauf que lorsqu'on parle de l'emploi, là, on est sur une dimension d'une économie beaucoup plus moderne. Et là, on rentre dans le salariat avec donc un concept nouveau. Et il faudrait penser l'emploi dans le cadre du salariat. Hors du salariat, l'emploi n'existe pas. Ça devient du travail. Mais ce travail, il peut être formel comme il peut être informel. Parlons de l'ère précoloniale et de la production de subsistance. Les Congolais travaillaient? Dans l'ère précoloniale, on est dans une économie de subsistance. Si je veux reprendre l'expression d'un certain Marcel Mauss, donc, qui est un sociologue, le neveu d'Émile Durkheim, là, il va parler en termes d'une économie de dons. D-O-N-S. C'est don contre don. Et si on veut même extrapoler par rapport à cette économie de dons, on pourrait même parler en termes d'économie de troc. C'est-à-dire que sous l'ère précoloniale, on est dans des économies de subsistance. Je produis pour mon bien-être, pour une forme d'autosuffisance alimentaire, individuelle, et je ne suis pas là dans un process marchand. Et c'est là où je voulais mettre quand même l'accent sur deux concepts par rapport à cette ère précoloniale. Le Congolais qui travaille est autonome. Donc, il bénéficie d'une liberté intégrale. Il fait ce qu'il veut de sa vie, il fait ce qu'il veut de sa famille, avec une division des tâches au sein de la fratrie, au sein de la communauté, et cette division des tâches permet à chaque individu de se réaliser comme tel. Et là, vous avez par exemple des concepts qu'on appelle par exemple l'homo faber. L'homme se réalise dans et par le travail pour satisfaire ses besoins les plus primaires. Là, il y a déjà ce concept d'autonomie. Il est autonome. En dehors de l'autonomie, Aristote avait pensé aussi l'économie en deux concepts. Vous avez ce qu'on appelle, ce qu'il appelait lui, valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est une valeur qui est très importante, mais sauf que ce n'est pas une valeur marchande. Elle n'est pas du tout monnayée. Aujourd'hui, l'air que nous respirons est à foison dans notre pays ou dans notre univers, pour le dire ainsi, et c'est un élément qui est indispensable à notre vie. Mais combien coûte-t-il cet air qui est indispensable à notre vie? Sa valeur marchande est égale à 0. C'est ça la valeur d'usage. Et donc, lorsqu'on est dans la société précoloniale, le Congolais est dans une démarche qui est déterminée par la valeur d'usage. Il produit pour satisfaire ses besoins individuels, tout en étant autonome, tout en étant libre de produire, sans pour autant chercher à exporter. Et en même temps, derrière, il y avait une forme aussi de sédentarisation et non de nomadisme. Donc là, on se fixe sur un sol et à partir de là, on commence à labourer ses champs et on commence à répondre à ses besoins les plus fondamentaux. Et là, on peut considérer que la productivité, elle n'était pas très très élevée, mais la productivité qui avait été réalisée permettait à chaque citoyen congolais de répondre à ses besoins les plus fondamentaux. Et ça, c'était suffisant pour son bien-être, pour son épanouissement. Et ça créait aussi au détriment de la croissance, c'est bien-être. Mais vous savez, la croissance en sciences économiques, c'est un phénomène qui a commencé à être étudié de manière assez récente. C'est avec l'ère industrielle qu'on va commencer à raisonner en termes de croissance. Oui. Donc le Congolais, sous l'ère précoloniale, ne pense pas en termes de croissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'univers est relativement réduit. L'univers du Congolais est très très réduit. Et ça, c'était valable dans toutes les contrées du monde. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à produire pour enrichir toute la nation. C'était juste l'autosuffisance alimentaire. C'est l'autosuffisance alimentaire. On produit pour satisfaire les besoins individuels d'une communauté qui était relativement restreinte. Vous savez, on a connu les socialistes qu'on appelle les socialistes utopistes.
Et à l'époque, vous avez par exemple un certain Charles Fourier. Que dit-il par exemple? Il a eu à inventer un nouveau concept qu'il appelle le phalanstère. Qu'est-ce que ça veut dire le phalanstère? Le phalanstère, c'est une combinaison de deux mots, phalange d'une part, et d'autre part monastère. Donc il va couper les mots en question pour essayer de créer un néologisme qu'il va appeler le phalanstère. Mais dont la phalange grecque, c'est une armée. C'est une armée grecque qui va permettre justement de révolutionner la manière de combattre pour essayer de gagner, de conquérir les territoires d'une part. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez un monastère. Le monastère, c'est de vivre de manière ascète, dans la prière, mais sauf que le moine ne s'arrête pas au niveau de la prière. Que fait le moine? Il travaille aussi. Il produit ses légumes, son lopin de terre, pour essayer toujours d'être dans les lois divines. Et donc là, lorsque vous avez ces, disons, ces socialistes utopistes, hein, là j'ai parlé de Charles Fourier, parce qu'avec le concept de phalanstère, comme je l'ai dit, vous allez vous retrouver avec une communauté à peu près de 1600 personnes. Donc ces gens-là vont vivre un peu en vase clos pour essayer de répondre à leurs besoins. Chaque famille a sa maison, mais sauf qu'ils ont des endroits communs où ils sont obligés de partager le repas, où ils sont obligés de vivre ensemble, de compter les récits qui façonnent, mais une certaine austérité, mais en même temps une austérité permettait, si vous voulez, cette sorte d'oxymore, une austérité bienveillante et en même temps bienfaisante. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement austère, mais on recherche quoi? Le bien vivre ensemble, sans pour autant se lancer dans du mercantilisme où il faut faire du profit, rien que le profit. C'est-à-dire qu'avec la croissance, on bascule dans une autre manière de penser, non seulement la vie en communauté, mais en même temps de penser l'économique sous un angle beaucoup plus axé sur le profit et rien que le profit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement un peu malsain. Le travail reste toujours capital dans la vie de l'homme, mais la production sous l'ère coloniale, le Congolais a évolué. Là, on rentre dans une ère complètement nouvelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de valeurs d'usage et je vous ai parlé aussi d'autonomie du Congolais sous l'ère précoloniale. Mais sous l'ère coloniale, n'oublions pas que là, nous rentrons dans un rapport entre dominant et dominé. Donc l'autonomie du Congolais est complètement perdue. Le Congolais n'est plus du tout autonome. Là, on ne parlerait plus en termes d'autonomie, mais on parlerait plutôt en termes d'hétéronomie. C'est-à-dire que le Congolais est sous une forme de contrainte externe qui s'impose à lui afin qu'il puisse produire, pas pour son bien-être, mais il est en train de produire pour le colon, et le colon, il est là pour exercer une pression en vue de réaliser beaucoup plus de profit. Et c'est là où on peut s'attarder, par exemple, bien sûr, avec la pensée de Karl Marx que j'ai évoquée tantôt. Et là, lorsque vous pensez à Karl Marx, nous sommes dans un mode de production qu'il va appeler esclavagiste. C'est-à-dire que vous avez un maître et un esclave. Et c'est le maître qui impose son diktat à son esclave. La preuve en est que lorsqu'on est sous l'ère coloniale en République démocratique du Congo, là, vous voyez le lapsus, j'ai dit République démocratique, non. Dans un État indépendant du Congo, oui, qui est dominé, qui est la possession de Léopold II, oui, le propriétaire du Congo s'appelle Léopold II. Et derrière, il a tout un système qui est mis en place pour contraindre le Congolais à pouvoir produire pour l'intérêt particulier de Léopold II, qui n'est pas l'intérêt collectif, l'intérêt général du Congolais. Et donc là, vous savez très bien comment ça s'est passé. Le Congolais qui n'avait pas à obtempérer par rapport aux directives oppressantes, opprimantes qui sont imposées par le colon, ça s'est soldé par quoi? Par des mains coupées. Et pour essayer justement d'imposer ce travail forcé aux Congolais, pour les intimider, on a eu à couper des têtes sur des places publiques pour dire voilà ce qui vous attend si seulement si vous n'êtes pas en train de répondre
à nos desiderata. Et on se rend bien compte que la productivité du Congolais a été multipliée par N, parce que là, le schéma n'est plus du tout le même. Et donc, on est en train de s'apercevoir que sous une contrainte, sous des obligations qui incombent directement aux Congolais, le travail n'est plus du tout le même. Le travail perd même son sens de l'homo faber. Il y a une contrainte exercée sur l'homme. Une contrainte exercée sur le Congolais, et en même temps, cette contrainte le confine dans ce que j'ai annoncé avec Aristote, on rentre dans une forme de valeur d'échange. C'est-à-dire que le travail fourni par le Congolais revient directement à Léopold II, quand je dis à Léopold II, parce que c'est lui le propriétaire du Congo, et après, derrière, c'est son intérêt personnel. Et donc, on peut se rendre compte que, progressivement, le travail change de nature, change complètement de nature. Et là, la différence, elle est de nature, elle n'est plus de degré. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de l'hétéronomie, alors qu'avant, on était dans l'autonomie. Et là, j'ai parlé de valeur d'échange, c'est-à-dire une valeur d'échange, c'est une valeur marchande qui doit être systématiquement être monnayée. On produit pour vendre et on produit pour s'enrichir. Et donc là, on se rend bien compte que le mode de pensée devient complètement différent. Et là, on est rentré dans un mode de production capitaliste. À quoi correspond ce mode de production capitaliste? Vous avez dans le mode de production, dans la pensée purement marxiste, vous avez les moyens de production ou les rapports de production, les forces productives, et vous avez aussi derrière ces rapports de production. Donc, pour essayer d'être plus précis, dans le mode de production, vous avez force productive d'un côté, les moyens de production auxquels on rajoute les moyens de production, et de l'autre côté, vous avez les rapports de production. Et les rapports de production se fondent sur dominant-dominé, et le dominant, c'est le colon, le dominé, c'est le Congolais. Donc là, il n'y a pas de liberté. Voilà pourquoi j'ai parlé en termes d'hétéronomie. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie. En revanche, vous avez une contrainte forcée. Et là, vous rentrez dans ce que on pourrait appeler de servitude involontaire. Voilà, on est dans une forme de servitude involontaire, parce que, comme le dirait de la Boétie, parce que le colon qui arrive a le vent en poupe, la domination, l'arme, le progrès technique, et donc ce rapport-là devient complètement asymétrique. Venons-en au travail sous la période post-coloniale. Le Congolais a encore évolué. Ah oui, mais là encore, on va se rendre compte d'une certaine évolution, parce que là, on va rentrer maintenant dans une forme de servitude, entre guillemets, bien entendu, volontaire. Je m'explique pour que je puisse être le plus clair possible. Au prime abord, j'étais au niveau de l'autonomie, valeur d'usage, le Congolais qui produit pour survivre, c'est-à-dire une production de subsistance pour satisfaire ses besoins les plus fondamentaux. On est passé à la période coloniale, là on n'est plus dans l'autonomie. J'ai dit qu'on est passé maintenant de l'autonomie à l'hétéronomie, et là en même temps la valeur d'échange devient la règle, c'est-à-dire la valeur marchande. Et là, sous l'ère coloniale, je l'ai dit aussi, on est dans une servitude, si vous voulez, involontaire. Mais sauf que maintenant, on est dans une forme de servitude volontaire. Pourquoi? Parce que dans la période post-coloniale, c'est le salariat aujourd'hui. Lorsque M. Kambala signe un contrat avec un employeur, c'est en toute liberté. Mais cette liberté n'empêche nullement que M. Kambala soit sous la coupe de son employeur. C'est votre employeur qui fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que pour les raisons qui sont siennes, s'il veut vous licencier, s'il veut mettre un terme à ce contrat, il va le faire bien volontiers. Et suivant les normes, suivant le code du travail aussi. Oui, mais selon le code du travail, mais vous le savez aussi bien que moi, le code du travail est toujours l'apanage de la classe supérieure, pour ne pas dire de la classe dominante, à un instant donné
de l'histoire de l'économie, de l'histoire politique et de l'histoire sociale du pays en question. C'est-à-dire que, sortons des utopies. Le droit, et là, je suis vraiment dans la pensée marxiste, et je pense que Karl Marx a complètement raison. C'est-à-dire que, contrairement aux idées qu'on essaye de véhiculer, entre l'employeur et l'employé, les rapports sont complètement asymétriques. D'accord? Aujourd'hui, un employeur qui déclare la faillite d'une entreprise, cette entreprise va fermer les portes. On voit très bien qu'au niveau de la répartition de la valeur ajoutée, ça ne se fait jamais dans un sens d'égalité qui serait total. C'est vraiment de l'utopie. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse oublier ces éléments de base qui essayent de façonner l'univers professionnel, même si le droit est omniprésent, mais ce droit-là détermine les rapports de force à un moment de l'histoire du pays. Oui, en parlant du travail, en période post-coloniale, il y a le travail formel et informel. Les Congolais plus travailler dans quel côté, formel ou informel? Mais je pense que dans la situation qui est nôtre aujourd'hui, ce qui est prépondérant dans notre société, c'est le travail informel. Pour quelle raison? Pour une raison qui est tout à fait simple. Nous avons un taux de chômage qui est très très important. Nous avons un taux de chômage qui flirte avec les 80%, ouais. C'est-à-dire de la population active. Le chômage de masse. Voilà, nous sommes en face d'un chômage de masse. Et face à ce chômage de masse, les gens sont obligés de se rabattre sur cette économie qui se veut informelle, donc le travail informel. Le système D aussi. Hein. C'est le système D, le système de débrouillardise. L'article 15. L'article 15, comme on le dit ici en RDC depuis la nuit des temps. Mais en dehors de ça aussi, ce qu'on devrait se dire, lorsque vous avez un emploi, donc ce travail rémunéré, avec une productivité qui vaut ce qu'elle vaut, est-ce que la rémunération du Congolais est-elle au niveau de son investissement productif, au niveau de sa productivité? Je ne pense pas. Et là, je reviens sur ces rapports qui sont asymétriques. Le SMIG en RDC est très bas. Il est très bas. Les gens sont rémunérés, je réutilise encore une fois de plus l'expression que j'apprécie, sont rémunérés au lance-pierre, oui. Donc ils ne peuvent pas joindre les deux bouts du mois. Mais que font ces gens-là? En économie, il y a ce qu'on appelle le salaire d'efficience. Il me semble déjà l'avoir évoqué avec vous, Monsieur Kambala. Mieux je suis payé, plus je suis productif. C'est une motivation qui est là. Il y a une motivation qui est là. Lorsque je ne suis pas rémunéré ou faiblement rémunéré, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. On s'en rend bien compte. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent à l'étranger. Si vous prenez ces mêmes joueurs, je ne vais pas les citer pour ne pas non plus me focaliser seulement sur un joueur peut-être que je connais et pas les autres. Ce joueur, le même joueur congolais qui évolue à l'étranger, vous le prenez, vous le remettez dans le microcosme congolais, sa productivité va baisser. Complètement. Tout simplement parce que la rémunération ne sera pas à la hauteur de sa productivité, pour ne pas dire de sa valeur intrinsèque. Sa productivité ne va pas correspondre non plus à la motivation qu'il aurait mise dès le départ. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le même Congolais qui a un niveau d'expertise assez élevé va revoir son investissement, son engagement à la baisse. Et c'est là où, aujourd'hui, on se trompe d'analyse en disant, par exemple, que le Congolais ne va pas s'investir pleinement dans son travail, le Congolais, il est paresseux, le Congolais, il est fainéant, et ainsi de suite. On oublie que les conditions de travail, pour ne pas dire les conditions d'existence, ne permettent pas au Congolais d'être à la hauteur des tâches qui lui sont confiées. Et donc, à un certain moment, on est dans un phénomène qui devient pervers, c'est-à-dire on est dans la démotivation. Parlons des conditions de travail ici en RDC. Est-ce que les conditions, vous êtes aussi observateur, et les conditions permettent aux Congolais d'être davantage productifs? Moi, je dirais non.
les conditions de travail ne sont pas optimales. Mais quand je dis les conditions de travail, soyons sincères avec nous-mêmes. La productivité de M. Kambala ne débute pas lorsqu'il met son pied dans son entreprise. La productivité de M. Kambala est déterminée par plusieurs choses. Et là, je vais m'appesantir sur ce qu'on appelle le développement avec son indicateur qui est l'IDH, c'est-à-dire l'indice du développement humain. Et dans cet indice du développement humain, vous avez 3 critères. Vous avez le revenu national brut par habitant ou le PIB par habitant, donc ce qui est un indicateur ou un critère purement économique. Vous avez le taux d'alphabétisation, le niveau d'études et ainsi de suite. C'est-à-dire là, on est sur la formation du capital humain. Et on a un dernier critère, l'espérance de vie, c'est-à-dire la santé. Je m'explique. Pour revenir sur cette histoire de productivité. Et c'est là où nous commettons beaucoup d'erreurs en considérant que le Congolais n'est pas si productif que cela. La productivité, c'est depuis la maison. C'est d'abord dans la sphère privée. Comment est-ce que je vis chez moi? Ai-je suffisamment à manger pour renouveler ma force de travail? Je suis locataire. Par rapport à mon bailleur, suis-je en adéquation avec mon bailleur? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à payer mon loyer convenablement, à intervalles réguliers, comme cela, ça se doit par rapport au contrat que nous avons signé? Y compris les taxes liées, disons, à l'impôt sur le revenu locatif et autres, l'électricité et l'eau. L'électricité, donc vous voyez bien, toutes ces dépenses annexes qui sont autour de notre manière d'être et de vivre. Dans quelles conditions je vis chez moi? En période de saison de pluie, il fait très très chaud. Donc si la nuit tropicale, elle est si chaude, on parle du réchauffement climatique, on peut imaginer que la nuit, vous dormez dans des maisons, je vais exagérer comme un peu toujours, mais je ne suis pas loin de la vérité non plus. Il y a des gens qui dorment quasiment dans des taudis, d'accord, des maisons en tôle. Lorsque vous avez 35 degrés, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez très bien dormir. Maison surnommée 555. Très bien. Pour être en grande forme le lendemain. La santé, elle est là aussi. On a un problème d'insalubrité dans notre pays. La malaria foisonne. Le paludisme omniprésent. Typhoïde est là aussi. Donc, la productivité de M. Kambala n'est pas seulement déterminée par son arrivée au sein de l'entreprise. Ça commence déjà depuis la maison. C'est depuis la maison, c'est-à-dire que c'est tout votre être qui devrait des conditions d'existence déjà. Avant de parler en termes de conditions de travail. Les conditions d'existence. Lorsque vous êtes dans un état de délabrement sur le plan de la santé, sur le plan nutritionnel, sur le plan de la fatigabilité et autres, au niveau de vos performances, il faut les revoir à la baisse. La tendance ne peut être que baissière. Donc moi je pense que dans un premier temps, le Congolais se contente justement de basculer dans l'informel parce que le côté formel ne lui apporte pas les satisfactions qui s'imposent. Et donc, pour essayer un peu d'avoir un supplément de revenus, il est obligé de basculer dans le travail informel où parfois il excelle. Et c'est là où il faudrait que nous puissions trouver les voies et moyens d'équilibrer ces deux secteurs, c'est-à-dire le secteur formel et le secteur informel. C'est-à-dire que si on arrive à agir sur le secteur formel, cela va entraîner une tendance baissière du secteur informel. Parce que les gens vont se contenter de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail qui se veut formel, et le côté informel va commencer à s'amenuiser. Mais sinon, on restera davantage dans l'informel, et qui dit informel dit aussi le manque à gagner pour les pouvoirs publics avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, c'est aussi une observation, certainement vous l'avez faite.
Comment expliquez-vous qu'un Congolais, ici au pays, il ne bosse pas dur, mais une fois en Europe ou aux Amériques, c'est un bosseur? Qu'est-ce qui explique cela? Mais on revient sur les conditions de travail. Mais lorsque je dis les conditions de travail, c'est au sens large du terme. Au sens large du terme. Vous avez d'abord une législation du travail, un code de travail qui régit ce marché du travail. Tout à l'heure, nous avons parlé du salariat, mais il faudrait que le salarié puisse connaître et reconnaître en toute autonomie, en toute indépendance, même si j'avais dit qu'on est quand même dans une forme de servitude, mais volontaire, mais il doit connaître ses obligations et ses devoirs. Et c'est là où on se rend bien compte que le code du travail en Occident est très strict. Quand je dis est très strict, scrupuleusement respecté, appliqué. Oui. Lorsque vous débutez votre travail à 7 heures, c'est 7 heures, c'est pas 8 heures, ce n'est pas 9 heures. Un employeur qui va constater que le nombre de retards devient considérable, le taux d'absentéisme ne cesse de croître, c'est un motif de licenciement. Et donc, il y a une prise de conscience du salarié qui devient tout à fait conforme aux attentes et à ses obligations professionnelles. C'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Et en même temps, les revenus qui sont versés, je ne dis pas que ce sont des revenus qui sont très mirobolants, mais c'est le strict minimum qui va permettre quand même à ce salarié d'essayer de joindre les deux bouts du mois. Avec derrière aussi cet état-providence qui vient compléter les revenus les plus faibles pour éviter qu'il y ait, si vous voulez, des écarts très importants entre ceux qui gagnent très bien leur vie et ceux qui sont un peu à la dérive. Et donc, on se rend bien compte que cet état libéral est complété par l'état-providence pour que les salariés, les moins nantis, puissent quand même se retrouver, entre guillemets, bien entendu. Dans cet univers du travail informel, il y a les femmes qui ont le vent en poupe. Quelle est votre perception de la femme congolaise qui est dans l'informel, qui fait tout pour nourrir sa famille? C'est une femme travailleuse. Depuis que le taux de chômage est devenu très important dans notre pays, on se rend bien compte qu'il y a eu une forme de grande transformation du paysage socio-professionnel. Les femmes sont arrivées massivement aussi sur le marché du travail, de manière officielle, mais en même temps, toutes ces femmes-là, qui au prime abord n'avaient pas fait des grandes études, mais ces femmes ont été obligées de se retrouver sur ce marché dit informel. D'où d'ailleurs même sur le plan de manière de penser la relation entre les hommes et les femmes, que les hommes congolais ont été d'une manière ou d'une autre un peu castrés. Il y a eu une forme de castration parce que une femme qui commence aujourd'hui à nourrir sa famille, les rôles s'inversant, l'homme peut se sentir à tort ou à raison, peu importe. Le débat n'est pas la réflexion sur la misogynie, mais on s'aperçoit tout de suite que l'homme se retrouve dans une forme de relation un peu asymétrique. Les rôles s'inversant, bien sûr. Et la femme, c'est elle aujourd'hui, la femme congolaise, c'est elle dans son travail informel qui nourrit aujourd'hui la famille. Mais d'une manière générale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que nous puissions nous appesantir. C'est dommage qu'il n'y ait pas un revenu universel qui serait versé, par exemple, à ces femmes-là qui sont obligées aujourd'hui d'exercer ce travail, si vous voulez, informel. Parce que dans des pays occidentaux, on commence à réfléchir sur ce revenu universel. On avait parlé dans une émission précédente sur l'efficacité des administrations publiques. Toutes les femmes ne sont pas salariées soit dans des administrations publiques ou dans des entreprises privées. D'accord? Maintenant, ces femmes-là, elles ont œuvré pour le bien-être de la société, pour ne pas dire de la nation congolaise.
c'est-à-dire qu'elles ont mis au monde. Et comment est-ce que la nation peut-elle récompenser ces femmes? En dehors d'abord de leur famille de base. J'ai dit déjà au niveau de la cellule familiale, les rôles se sont inversés. Majoritairement, ce sont les femmes qui nourrissent la famille. La famille. Voilà. Ce sont elles qui apportent des revenus. Parce qu'il y a ce système D auquel vous faisiez allusion. Elles se débrouillent. Elles sont dans des jardins potagers pour produire des légumes et ainsi de suite, et se retrouver sur des places de marché pour essayer de revendre leurs produits. Et d'ailleurs, ça nous ramène un peu à l'ère, si vous voulez, l'ère précoloniale, c'est-à-dire dans cette forme de production, de subsistance, mais pour essayer après de se retrouver sur un marché. Et là, on retrouve cette sorte de mixage entre le marché parallèle et le marché officiel. Mais en même temps, il faudrait bien penser à ce revenu universel, j'insiste là-dessus. Comment est-ce que la nation peut-elle récompenser ces femmes-là? Elles n'ont pas de fiche de paye, elles n'ont pas cotisé, mais elles sont appelées à vieillir. Et la vieillesse, comment sera leur vieillesse? Peut-on penser à un revenu universel? Une bonne proposition de loi. Tout à fait, proposition de loi. Réfléchir là-dessus. Parce que dans les autres pays, on est en train de réfléchir. Une femme, parfois, met une parenthèse à sa vie professionnelle. Lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle accouche, il faut bien qu'elle essaye de s'occuper de sa progéniture jusqu'à un certain moment avant de réintégrer le marché du travail. Et donc, au niveau du calcul de la retraite, on tient compte de cela. Mais la femme congolaise, qui n'a jamais mis pied dans une entreprise officielle, c'est-à-dire dans ce marché formel, que devient-elle au moment où elle atteint un âge où elle est très très fatiguée? Il faudrait y penser aussi. Aujourd'hui, on pense à tout ce qui est couverture santé universelle. Il faudrait penser peut-être aussi à une couverture retraite universelle. C'est-à-dire pour ces gens-là qui travaillent dans l'informel, mais l'informel n'est que le produit de l'inefficacité du formel. C'est-à-dire que si notre formel était si efficace, le Congolais n'irait pas travailler dans l'informel. Donc aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, responsables, et je vais être assez acerbe là-dessus, nous sommes responsables de notre irresponsabilité. Notre irresponsabilité, c'est que nous sommes incapables de fournir un emploi à chaque Congolais. On en est incapable. Les entreprises privées ne peuvent pas tout faire et on n'en a pas non plus des masses. Ça, c'est déjà un problème. On parlait de la diversification de l'économie. Il faudrait peut-être qu'on puisse y arriver le plus rapidement possible. Quant à l'administration publique, elle est pléthorique. Mais monsieur le professeur Guy Robert, à l'heure actuelle, la politique de plein emploi est, j'allais dire obligatoire, est-elle souhaitée en RDC? Monsieur Kambala, excusez-moi de vous renvoyer un peu à cela. Tout à l'heure, je parlais des socialistes utopistes. Mais je pense que nous ne sommes pas à l'ère de parler du plein emploi. On ne peut même pas s'y engager. Qu'on puisse s'y engager, moi je suis dans une analyse purement scientifique. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Aujourd'hui, vous savez, dans les années dites des 30 glorieuses, le plein emploi était atteint lorsque le taux de chômage était à 3%. D'accord? Aujourd'hui, on considère, avec les transformations de l'économie, comme pourrait le dire Karl Polanyi, le plein emploi est atteint lorsque le taux de chômage est à 5%. On considère que vous avez atteint quasiment le plein emploi. C'est pourquoi je disais, ne soyons pas dans des formes d'utopie. J'ai dit tout à l'heure que le taux de chômage était à 80%, ne rêvons pas. Maintenant, que nous puissions mettre en place, cela ne veut pas dire que je suis fataliste. Je ne suis pas fataliste, je suis réaliste. On ne va pas passer de 80% de taux de chômage à un taux à 5%. Non. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc, essayons d'être très très pragmatiques. Mais si on peut déjà baisser cela de 10 points, on peut dire bravo. Nous devons nous y engager. Mais il faut s'y engager progressivement pour essayer d'y arriver. Et c'est là où
effectivement, on s'aperçoit que, faute d'avoir suffisamment du grain à moudre, le profil du Congolais ne peut être que négatif sur le plan professionnel. On va considérer que le Congolais est fainéant, mais non, c'est le contexte économique, c'est le contexte socio-culturel. Tous ces contextes-là ne permettent pas une meilleure productivité du Congolais et on va... C'est un paradoxe alors que nous avons une main-d'œuvre jeune. Oui, nous avons une main-d'œuvre jeune, instruite, oui. Même si... Efficace aussi. Mais on peut considérer qu'elle est relativement efficace parce qu'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, mais on peut aussi y réfléchir. Au niveau de nos universités, vous le savez très bien que les diplômes aujourd'hui commencent à s'acheter. Des gens sont fortement diplômés alors qu'ils ne méritent pas cela. C'est-à-dire qu'entre le niveau et les diplômes qui sont octroyés, il y a vraiment un décalage. Ouais. Donc ça aussi, il faudrait peut-être qu'on puisse y réfléchir, parce que la productivité, ça dépend de la compétence, de l'expertise, et cette compétence, c'est le savoir-faire, les connaissances qu'on arrive à ingurgiter, et le savoir-être. Et ça, je crois qu'il faudrait y réfléchir. Avant d'arriver à la conclusion, prenons le secteur public, le secteur privé. Comment les organiser pour davantage que les travails soient efficients? Lorsqu'on est, par exemple, dans le secteur public, il faudrait que nous puissions différencier déjà les entreprises publiques des administrations publiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez des entreprises publiques, en réalité, ces entreprises seraient dans une même logique que les entreprises privées. Optimisation des ressources, optimisation des moyens de production et ainsi de suite. Mais en revanche, lorsqu'on est dans des services publics, les services publics n'ont pas vocation à faire de profit. On est là, on est au service de la population. L'intérêt général. Oui. L'intérêt général. Oui. Ce qui peut engendrer des déficits. On parle de déficit budgétaire, on parle aussi en termes de délabrement, entre guillemets, bien entendu, de nos finances publiques. Mais nos finances publiques ne peuvent être que décadentes, et ça, je suis prêt à l'accepter, si les pouvoirs publics sont là pour œuvrer pour le bien-être de la population. Parce que là, on a besoin des biens publics. Lorsque j'apprends qu'il y a eu des problèmes de lampadaires, lorsque j'apprends qu'il y a eu des problèmes de forage qui n'ont pas été remplis pleinement dans les missions et dans les contrats, on se dit que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais donc, à ce niveau-là, qu'il y ait un distinguo entre les entreprises publiques et les administrations publiques, ça aussi, il faudrait que nous puissions nous le mettre dans nos têtes. Mais lorsqu'on est au niveau des administrations, je pense que le problème se pose surtout au niveau des administrations publiques. Je disais tout à l'heure, ce sont des administrations qui deviennent pléthoriques. Et lorsque vous avez 10 fonctionnaires dans, je vais exagérer, dans 10 mètres carrés, je ne vois pas où est la productivité de ces salariés. Ça peut ressembler à une forme un peu de décadence des missions qui sont accordées directement aux administrations publiques. Mais au niveau des entreprises privées, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais il faudrait que ces entreprises privées puissent être vraiment encadrées par les pouvoirs publics pour que ces entreprises privées puissent mettre les salariés congolais dans des conditions, une fois de plus, optimales. Lorsque je suis en RDC, je ne vais pas stigmatiser une population ou quelques populations issues de l'immigration. Parce que nous qui évoluons à l'étranger, on parle de plus en plus, surtout en Europe aujourd'hui, les étrangers sont un peu stigmatisés. Cette stigmatisation devient un peu prépondérante. Et donc, je ne souhaiterais pas être aussi dans cette même logique pour ne pas stigmatiser les étrangers qui œuvrent en RDC. Or, il s'avère que quand même, lorsqu'on regarde, plusieurs employeurs sont d'origine étrangère. C'est là aussi il faudrait peut-être réfléchir, pas pour essayer de les déposséder de leurs biens, mais faire de telle sorte que la législation, le code du travail, puisse être en faveur aussi des salariés. Je ne dis pas que des Congolais. Je dis des salariés parce que dans les salariés, vous avez aussi des étrangers qui n'ont pas la nationalité congolaise. N'oublions pas que tous ceux qui travaillent hors de notre territoire ne sont pas tous soit des Français ou des Italiens, ce sont des étrangers, mais qui travaillent de l'autre côté. Donc ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles on devrait agir pour que la productivité du Congolais puisse être vraiment d'actualité.
Concluons cette émission par cette question. Les Congolais est si fainéants? Alors, ça, Monsieur Kambala, c'est une véritable colle. Ce serait vraiment désobligeant de notre part de dire que le Congolais est fainéant. Le Congolais n'a jamais été paresseux. Et je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Les conditions d'existence sont fondamentales. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon marxien, les infrastructures. Les conditions d'existence déterminent la manière de penser. Ça détermine la superstructure. L'infrastructure détermine la superstructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous mettez, ces Congolais, dans des conditions viables, les conditions optimales, on va obtenir des véritables résultats. Il faudrait que nous puissions changer notre logiciel. Le Congolais ne peut pas seulement être sous la contrainte. Cette contrainte, elle est omniprésente. J'en suis conscient. Lorsque j'analyse les choses sur le plan sociologique, vous aurez toujours une pesanteur qui serait là. Sinon, la société ne pourrait jamais exister. La langue à laquelle nous nous exprimons en ce moment, elle est pleine de contraintes. Au niveau vocabulaire, au niveau lexical, et ainsi de suite. Ce sont des contraintes. Mais sauf que ces contraintes-là, nous les avons complètement ingurgitées au point où elles n'existent pas comme telles. On les a absorbées. Et ça nous permet aujourd'hui d'aller toujours de l'avant. Et ça, c'est très très important pour que nous puissions réaliser que le Congolais, sous des contraintes qui sont acceptables, il peut faire des miracles. Et nous avons toujours de l'espérance là-dessus, parce que c'est un homme excellent, mais sauf que les conditions ne lui permettent pas d'exceller. Donnez aux Congolais de bonnes conditions de travail, il vous fournira aussi un bon travail. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir été là avec nous pour partager ces sujets. Merci aussi à vous. À la prochaine.